Les outils de guerre peuvent souvent déterminer l'issue de cette guerre, mais contrairement à tout autre outil pour tout autre travail, une arme est un outil conçu pour un seul but, pour tuer, pour être mortel. Nous étudions 3 des multiples armes mortelles employées lors de la Seconde Guerre mondiale. En termes d'armement, le pistolet mitrailleur se situe quelque part entre le pistolet et le fusil de combat entièrement automatique. En effet, il est utilisé comme un fusil d'assaut réduit connu sous le nom de carabine, mais tire des munitions de taille de pistolet le plus souvent, mais pas exclusivement de la variété 9 mm, des Belaheim Siwa. Le pistolet mitrailleur a été inventé pendant la Première Guerre mondiale, ses origines commençant de manière assez logique, avec le développement des pistolets automatiques, puis s'étendant pour inclure des armes de la taille d'un petit fusil, avec un fonctionnement interne similaire à ces premiers pistolets automatiques, y compris restant chambrés pour le tour de pistolet. Le pistolet mitrailleur offrait de nombreux avantages dans les combats rapprochés, comme ceux rencontrés lors de l'assaut ou de la défense d'une tranchée étroite. Pour une chose, comparé aux fusils plus grands et plus lourds, généralement portés par les troupes dans les tranchées, comme le Lee Enfield 303 britannique ou le Gewehr 98 allemand. Le pistolet mitrailleur était à la fois plus maniable contre un ennemi et plus destructeur que de nombreux fusils. Un soldat armé d'un pistolet mitrailleur pouvait facilement faucher un groupe de soldats ennemis regroupés comme il le serait dans une tranchée. Cependant, le principal défaut d'un pistolet mitrailleur était son manque de portée efficace comparé à un fusil de combat standard. C'est pour cette raison que les Allemands les utilisaient principalement pour les unités d'infiltration, de petites équipes qui se glisseraient derrière la ligne de front ennemie pour effectuer des reconnaissances ou perturber les lignes d'approvisionnement. L'importance du pistolet mitrailleur ne doit pas être minimisée. Le pistolet mitrailleur n'a pas été perdu après la guerre, et pas seulement parmi les militaires, mais aussi parmi de nombreuses agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, qui se sont retrouvés face à des gangs de crimes organisés qui étaient eux-mêmes lourdement armés grâce au surplus de la guerre. En 1921, probablement le pistolet mitrailleur le plus célèbre du monde a été prononcé, à savoir le Thompson, qui est bien sûr mieux connu sous le nom de Tommy Gun et est devenu un symbole de la guerre entre la police et les gangsters des années 1920 et 30. Le Thompson serait lui-même adapté à la guerre. Il serait utilisé comme arme militaire par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques ont développé le Sten Gun, une arme qui pouvait être démontée en petites pièces, la rendant ainsi plus facile à dissimuler, et a donc été larguée en grand nombre aux groupes de résistance en Europe et aux agents alliés opérant derrière les lignes. Les Allemands ont quant à eux développé le redoutable MP40, une arme probablement aussi emblématique que le Thompson. Mais c'est sur le front de l'Est que nous trouvons les mitraillettes les plus mortelles. Le TPSH-41. L'histoire de cette incroyable arme commence avec l'invasion soviétique de la Finlande en 1940, déclenchant la soi-disant guerre d'hiver. Les mitraillettes, utilisées massivement par les deux camps pour les combats rapprochés dans des forêts denses, étaient indispensables. Les forces soviétiques étaient insatisfaites des performances de leurs propres armes, en particulier face au pistolet mitrailleur finlandais Suomi KP-30 et un qui disposait d'un chargeur tambour de 71 cartouches. Les Soviétiques ont donc décidé d'instiguer le développement d'un nouveau pistolet mitrailleur qui adoptait une copie du chargeur de 71 cartouches de l'arme finlandaise, ce qui a abouti au PPD-40 qui a été précipité en production. Malheureusement, le PPD-40 était trop cher pour être produit en quantité suffisante pour la vaste armée rouge soviétique. Une version moins chère a donc été rapidement développée en utilisant des composants qui pouvaient être fabriqués dans des usines et des ateliers métallurgiques par des travailleurs relativement non qualifiés si la production devait être coûteuse. Le TPSH-40 et un résultant a donc été facile à produire en masse, avec environ 3000 unités fabriquées chaque jour au printemps 1942. L'armée rouge, désespérée de fournir n'importe quelle sorte d'armes à ces énormes troupes pour faire face à l'assaut allemand, il n'était pas rare que des unités entières ne disposent que du TPSH-40 et 1. Une tactique courante consistait à ce que les troupes armées d'une mitraillette suivent derrière les chars soviétiques alors qu'ils perçaient les lignes allemandes,
permettant aux Soviétiques de s'infiltrer et d'engager les Allemands à bout portant, où la mitraillette était d'une efficacité brutale. Comparé à la mitraillette allemande MP-40, le TPSH-41 avait une portée plus longue, tirait une munition plus puissante, avait une vitesse initiale plus élevée que le chargeur de 71 munitions, inspiré par les Finlandais, et avait presque le double du taux de tir. Il avait un compensateur de gaz simple, empêchant le canon de se lever lors des tirs en rafale, améliorant la précision. Les Allemands ont finalement adopté officiellement l'arme en la transformant en PPD-40. Le TPSH-40 et un a été conçu pour utiliser des cartouches allemandes, avec des manuels d'entraînement sur son fonctionnement. En plus de l'infanterie, les équipages de chars et même les équipages aériens portaient l'arme au cas où ils se retrouveraient obligés d'abandonner leurs véhicules ou avions derrière les lignes ennemies. Elles ont aussi été testées sur des avions comme arme offensive, sans succès. Malheureusement, le TPSH-41 n'était en aucun cas une arme parfaite et avait un certain nombre d'inconvénients. Pour commencer, de nombreuses usines ont participé à sa production. Cela a entraîné de petites imperfections, ce qui signifiait souvent que les pièces n'étaient pas interchangeables avec celles produites dans d'autres usines. Le compensateur de gaz mentionné précédemment avait également un grave inconvénient, en ce qu'il augmentait la flamme du canon, ce qui révélerait la position d'un soldat soviétique autrement caché. Le tambour de 71 cartouches avait également tendance à mal alimenter, bloquant l'arme, ce qui était mortel dans les combats rapprochés, conduisant les ingénieurs à concevoir un chargeur courbé plus fiable, avec un nombre plus modeste de 35 cartouches. Enfin, il comportait également une sécurité de verrou coulissant très simple, qui avait la fâcheuse habitude de décharger accidentellement une cartouche si l'arme était secouée. Malgré ses défauts, l'arme a été une clé du succès soviétique dans plusieurs batailles. L'arme est restée largement utilisée après la guerre, étant produite dans plusieurs pays comme la Chine et la Tchécoslovaquie. Des armes, similaires en impact au TPSH-40, et un étaient fabriqués en Croatie pour les guerres yougoslaves, des années 1990. Le TPSH-41 a été employé dans l'armée allemande et soviétique depuis le début de la guerre. L'arrivée du char sur le champ de bataille a révolutionné la manière dont les guerres étaient menées. Les chars pouvaient non seulement traverser presque tous les obstacles sur leur chemin qui auraient arrêté les soldats ou les chevaux dans leurs traces, mais ils possédaient une puissance de feu lourde et peut-être, le plus important, étaient protégés par une armure. La menace du char a poussé tous les acteurs à développer le TPSH-40 et une arme anti-char pour l'infanterie, la plus vulnérable sans la présence de chars ou d'artillerie amicaux. Les premiers chars étaient bien protégés contre la plupart des munitions à base de fusils utilisées par les troupes, donc l'une des premières mesures prises a été de concevoir des fusils plus puissants destinés à percer l'armure et à tuer l'équipage à l'intérieur. Étant les premiers à faire face à une attaque blindée, les Allemands ont pris les devants dans le développement de balles anti-blindage et de fusils lourds tels que le K-Round, qui pouvait être tiré d'un fusil ordinaire, et ensuite du fusil anti-char dédié, le Mauser 1918 T-Gewehr de 13,2 mm. À l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, l'armure des chars de combat principaux était devenue si épaisse que de telles armes à base de fusils sont devenues inefficaces. La seule réponse était d'adopter des armes qui tiraient des obus explosifs sur le char cible, ce qui a conduit au célèbre bazooka américain qui lançait une roquette avec une petite charge explosive sur la cible. Les Allemands ont été tellement impressionnés par le bazooka qu'ils ont développé leur propre version, plus grande, et l'ont baptisée Panzerstreck, tout en commençant à travailler sur une autre arme anti-char potentiellement plus puissante qui donnerait aux fantassins un outil puissant pour détruire les chars. En 1942, les Allemands ont commencé à travailler sur le développement et les tests de la Faustpatrona qui tirait un petit explosif de 400 grammes sur la cible. Dans les tests, la Faustpatrona pouvait pénétrer jusqu'à 140 mm d'acier de base, et l'armée allemande a été tellement impressionnée qu'en plus de la commander en production, ils ont demandé que le... Il s'agit en fait d'un fusil sans recul, car contrairement à une roquette qui a un moteur dans le projectile, le Panzerfaust n'utilise qu'une seule charge propulsive pour le lancer du lanceur à la cible. Après le tir, les deux pouvaient être jetés par le soldat qui les maniait et qui pouvait rapidement recourir à son fusil, redevenant ainsi un simple fantassin, ce qui n'était pas le cas avec les équipes de bazooka et Panzerstreck. Le Panzerfaust a donné aux fantassins allemands de base une formidable capacité anti-blindage grâce à la conception de sa tête d'arme qui comportait une charge formée.
En façonnant la charge explosive plutôt qu'en regroupant autant d'explosifs que possible dans la tête d'arme, cela concentre la puissance destructrice en un seul point, créant ainsi sa capacité à pénétrer la coque blindée d'un char. Malheureusement, des inconvénients sérieux existaient surtout dans les modèles plus anciens. Premièrement, le Panzerfaust initial avait une portée effective de seulement 30 mètres, une perspective terrifiante pour un soldat allemand espérant détruire un char. Selon moi, c'est une excellente chose. Pour le Sherman&Forst américain, il était généralement équipé de 3 mitrailleuses, une dans la coque, une dans la tourelle et une sur le dessus de celle-ci. Deuxièmement, si un autre Allemand avait le malheur de se trouver derrière le soldat qui tirait le Panzerfaust, alors les gaz d'échappement étaient potentiellement mortels jusqu'à 3 mètres de distance. Les efforts pour améliorer la portée et l'efficacité de l'arme ont conduit au Panzerfaust 60, qui, comme son nom l'indique, avait une portée de 60 mètres, le double du modèle initial, mais c'était toujours dangereusement proche. Le Panzerfaust 60 deviendrait la variante la plus reconnaissable de la série, et avec une combinaison de son projectile à haute vélocité et de son explosif à charge formée, pourrait percer un trou à travers environ 200 mm d'armure en acier. Dans les tests de comparaison, le Panzerfaust 60 a pu faire un trou presque 6 fois plus grand que celui produit par un bazooka lorsqu'il est tiré sur la même densité d'armure. De plus, alors que la portée était un problème dans les plaines ouvertes du front de l'Est, lorsque les combats se déplaçaient dans les rues des villes polonaises et allemandes du front de l'Est, le Panzerfaust devenait une arme d'embuscade idéale, alors que les chars déambulaient dans les rues étroites avec des soldats allemands cachés dans les bâtiments détruits. Le Panzerfaust était aussi efficace contre des véhicules peu blindés comme le demi-chenillé américain et des positions ennemies fortifiées. Les modèles ultérieurs ont vu leur portée augmenter à 100 puis 150 mètres, mais hélas ces versions ont été peu utilisées car à ce moment-là, la machine de guerre allemande était pratiquement terminée. Néanmoins, les Alliés ont pris note de l'efficacité du Panzerfaust, plusieurs unités américaines capturant de grands stocks d'entre eux et les retournant contre leurs anciens propriétaires. Les Panzerfaust ex-allemands et leurs copies locales sont restés en service dans diverses armées jusqu'aux années 1950. Malgré sa puissance, le Panzerfaust n'a détruit qu'un petit pourcentage de chars alliés au combat. Cela venait du fait que les Allemands préféraient utiliser des chars, canons anti-chars, artillerie et avions pour détruire les chars alliés. Toutefois, il a détruit plus de chars que toutes les autres armes anti-chars allemandes de l'infanterie réunie. Malgré cela, cependant, la vue des troupes allemandes surgissant de bâtiments détruits ou de positions dissimulées dans la forêt portant cette arme unique et mortelle a dû être terrifiante pour les équipages de chars alliés qui se demandaient probablement d'où le prochain tir viendrait. Peu d'armes peuvent prétendre avoir eu une influence aussi profonde sur l'effort de guerre allié que la mitrailleuse M1919 Browning. Ses origines peuvent être retracées jusqu'à la mitrailleuse M1917 Browning, conçue par John Moses Browning, qui a déposé le brevet initial pour l'arme en 1900. Le 1917 mitrailleuse à bande servie par un équipage et refroidie par une veste d'eau sur le canon est devenue la mitrailleuse lourde standard des États-Unis lorsqu'elle tirait. Fin de la Première Guerre mondiale. Bien capable d'environ 450 tours par minute, l'arme était, comme le suggère le nom, une arme relativement lourde et encombrante, et donc des efforts ont été faits pour fabriquer une version plus légère et refroidie par air, résultant en le 1919. Malgré qu'il soit considérablement plus léger que le 1917, le 1919 était toujours une bête à manier, nécessitant au moins 2 hommes pour fonctionner efficacement dans un rôle d'infanterie. Son taux de tir, puissance d'arrêt et fiabilité se sont avérés être excellents. La fiabilité du 1919 en faisait une excellente arme de défense pour une position retranchée et pour montage sur les véhicules motorisés qui remplaçaient progressivement les chevaux dans l'armée américaine, y compris les chars. Tout au long des 2 décennies de l'entre-deux-guerres, l'arme subirait un développement significatif pour améliorer ses performances et la rendre plus facile à utiliser. Ainsi, il a été fabriqué en différentes variantes pour divers rôles, toujours chambré pour la balle de fusil 30, allégeant ainsi la charge logistique. En 1939, en plus des variantes légères portées par l'infanterie, il y avait divers modèles montés sur des jeeps, des camions, des véhicules blindés de transport de troupes, des véhicules amphibies, des chars, des patrouilleurs et des navires. Cependant, c'est dans les airs que l'arme allait probablement apporter sa plus grande contribution à la lutte contre le régime nazi.
L'armée et la marine américaine ont toutes deux équipé leurs propres avions de variante de l'arme. Autrefois, l'armée gérait toutes les opérations aériennes américaines, la force aérienne n'étant créée qu'en 1947. Puis, au milieu des années 1930, la Grande-Bretagne réarmait sa propre force aérienne et développait deux nouveaux chasseurs monoplans avancés, le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire. Ces deux avions étaient conçus pour porter 8 mitrailleuses et l'arme choisie était une variante du 1919, mais chambrée pour tirer la cartouche britannique .303. Pendant la bataille d'Angleterre, c'était la combinaison de ces deux avions couplés avec la mitrailleuse Browning qui maintenait la Luftwaffe allemande à distance. Malheureusement, l'augmentation du niveau d'armure sur les avions allemands signifiait que la munition 303 devenait de plus en plus obsolète car elle manquait de la puissance de pénétration nécessaire pour rester viable. Une solution temporaire a été certains Hawker Hurricanes, équipés d'un stupéfiant 12 de ces armes, pour augmenter les dégâts collectifs sur la cible, mais ils ont rapidement été remplacés par des armes plus puissantes. Les Britanniques ont initialement réduit le nombre de Brownings à 4, tandis que 2 canons Hispano, de 20 mm, étaient utilisés à la place des armes supprimées, qui avaient considérablement plus de puissance, tandis que les Américains ont adopté la mitrailleuse Browning M2 de calibre .50 dans leurs chasseurs, tels que le North American P-50 et un Mustang. Les bombardiers britanniques et canadiens conserveraient cependant le Browning 303 dans leurs bombardiers de type couteau, tels que l'Avro Lancaster et le Hanley Page Halifax jusqu'à la fin de la guerre. En Extrême-Orient, l'arme est restée une arme aérienne viable plus longtemps, les Japonais échangeant la protection blindée pour une plus grande vitesse et agilité. Cependant, c'est maintenant de retour au sol que le 1919 aurait son plus grand impact sur l'ennemi. Il a donné aux Alliés une capacité puissante contre les formations massives d'infanterie ennemie. La version d'infanterie définitive était le M1919 ASICS, qui a été mise en service pour compenser les performances décevantes du fusil automatique Browning M1918. Il a été rendu plus léger, ergonomique, facile à utiliser et à entretenir. Cependant, malgré la légèreté de la mitrailleuse allemande MG42, elle restait une arme encombrante. Elle est restée en service non seulement jusqu'à la fin de la guerre, mais aussi après. Des variantes de cette incroyable arme continueraient à servir pendant les guerres de Corée et du Vietnam, ainsi qu'avec les forces israéliennes lors des nombreuses guerres avec leurs voisins arabes jusqu'aux années 1980. De nombreuses armées européennes adopteraient également l'arme après la guerre et la recalibreraient pour les munitions standards de l'OTAN de 7,62 mm, jusqu'à ce qu'enfin, l'arme commence à être remplacée par des armes plus récentes, comme le 60 dans les années 1980